On va passer maintenant à la dernière communication. J'appelle le professeur Patak qui va nous donner l'essentiel des congrès cardiologiques de 2017. Le temps qu'il arrive, il y avait un vieux chirurgien vasculaire français qui disait « Les congrès, ça n'a jamais fait des savants, ça n'a fait que des cocus ». Vous allez nous démontrer Bon, ben, je vais repartir alors. Faut que je rentre à la maison très vite. Donc, je vais juste partager avec vous, là, dans les 15 minutes qui restent, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, ce type de présentation est forcément biaisé. J'ai choisi des choses qui, à mon avis, peuvent avoir de l'importance pour vous. Vous verrez, c'est assez intéressant de voir comment, en 2017, un grand nombre de données des essais cliniques qui sont présentées, alors qu'ils sont positifs, ne vont peut-être pas changer votre pratique clinique parce que les médicaments ne seront pas à votre disposition. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, je suis vraiment pas bon. C'est là. Donc j'ai divisé ça par classe d'intérêt. Donc pour les lipides, je crois qu'on a eu une fantastique session autour des statines qui vous a, j'espère, convaincu de l'importance de baisser le LDL. Et si vous devez baisser le LDL, c'est bien sûr avec une statine. Alors avec autre chose, l'année 2017 a été surtout marquée par la publication enfin d'un essai de morbimortalité positif avec cette nouvelle classe pharmacologique dont on vous parle qui sont les anti-PCSK9, vous savez, ces anticorps monoclonaux injectables selon la molécule tous les 15 jours ou tous les mois. Et ces traitements ont été évalués dans des populations en haut risque cardiovasculaire dans cet essai qui s'appelle Fourier, qui est un essai qui s'est intéressé à des patients qui étaient en prévention secondaire, déjà traités par statine et qui, malgré ce traitement par statine, n'était pas à l'objectif. Et ces patients, une grosse étude randomisée en double aveugle contre placebo, plus de 27 000 patients, multicentriques, près de 50 pays qui ont participé. Et selon un schéma, je dirais, assez classique, 27 000 patients qui sont répartis en deux groupes, ceux qui reçoivent l'injection d'anti-PCSK9 et puis ceux qui reçoivent l'injection de placebo. Et c'était un essai de morbimortalité classique, c'est-à-dire avec évaluation d'un critère dur, qui est un critère qui associe mortalité et morbidité cardiovasculaire. Les résultats sont attendus. D'une part, c'est la baisse très significative, très rapide et très importante du LDL cholestérol. Vous pouvez noter en haut à droite que ces patients avaient en moyenne déjà un LDL cholestérol relativement bas. La valeur médiane était autour de 92 mg par décilitre et baissé de quasiment 50% au cours de l'essai avec une médiane de 30 mg par décilitre. Et un des critères notamment de l'essai Fourier était aussi d'évaluer la sécurité d'avoir des taux de LDL aussi bas. Les résultats sont positifs, puisque vous le voyez ici, on observe une réduction du risque relatif de ce critère combiné de morbimortalité de 15%, et c'est statistiquement significatif, avec des courbes qui divergent. Vous le voyez, les patients en rouge qui étaient sous evolocumab ont fait moins d'événements que les patients qui étaient dans le bras placebo. Et donc, ça a été finalement une preuve clinique tangible que cette stratégie-là devait être proposée à nos patients. Alors, lorsqu'on regarde dans le détail pourquoi cette étude est positive, eh bien, vous voyez que la mortalité qui faisait partie du critère combiné n'est pas affectée. Autrement dit, il n'y a pas de réduction de la mortalité, que ce soit la mortalité totale ou la mortalité cardiovasculaire. Et en fait, baisser le LDL cholestérol, ça fait baisser quoi? Ça fait baisser les infarctus du myocarde et les AVC. C'est important de regarder ces critères indépendamment parce que ça renforce cette notion de causalité. Vous savez, on en a parlé hier soir. Quand on fait quelque chose, est-ce que ce que l'on fait a un rapport avec ce que l'on observe? Et oui, on sait que quand on fait baisser le LDL, ça diminue le risque d'événements vasculaires. Alors, la grande question, et cette nuit, il y a eu une publication dans le JAMA très intéressante qui challenge les industriels, et je pense que c'est quelque chose qui va changer, puisque ce traitement, c'est à peu près 1 500 € l'injection. Aux États-Unis, c'est entre 14 et 16 000 $ par an, le traitement par ce type de médicament. Et donc, il y a un grand souci pour savoir qui est prêt à payer le coût de ce traitement pour un bénéfice clinique qui est certes réel, mais par exemple qui ne porte pas sur la mortalité. Et donc, il y a eu pour la première fois une initiative dans laquelle l'État, mais aussi les payeurs privés, ont challengé l'industriel et lui ont dit qu'en fait, pour que ce traitement soit coût efficace, autrement dit, pour qu'il soit remboursable, soit par l'État, soit par les mutuelles, eh bien, il fallait réduire ce prix de 61%, en calculant, vous savez, ce qu'on appelle le coût rapporté au CALI, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour éviter un événement. Autrement dit, c'est la somme vers laquelle il faudrait tendre pour que ce médicament soit commercialisé. Et ça, c'est
pour la première fois, on a une séquence très intéressante. Vous avez un industriel qui fait un essai de morbimortalité qui est positif, avec un médicament onéreux, et le filtre final reste un filtre économique, alors que c'est un médicament qui marche, qui est safe, qui réduit la morbimortalité, mais qui est trop onéreux. Et probablement, par rapport à ce que tu disais, Jean-Pierre, tout à l'heure, c'est un changement de stratégie. Et on peut très bien imaginer que demain, l'État ou les payeurs disent « Vous voulez développer un médicament dans cette indication ? Faites-le si vous le souhaitez, mais il y aura un filtre à ne pas dépasser. Nous, on est prêt à payer 1000, 2000, 3000 $ par an pour rembourser un traitement dans cette indication. » Et ça, c'est la première fois, et je pense que ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui va se répéter. Alors, dans la famille, vous savez, je vous ai toujours appris qu'il ne fallait jamais croire à l'effet classe et évaluer les molécules individuellement. Et effectivement, il y a d'autres médicaments dans la classe. C'est des médicaments que vous reconnaîtrez par le suffixe MAB, parce que ce sont des anticorps monoclonaux. ZUMAB, quand vous avez ZU, ça veut dire qu'ils sont humanisés. Et la molécule de chez Pfizer, qui était aussi un anti-PCSK9, vous voyez, a été arrêtée dans son développement sur la base d'un, finalement, un signal qui était de dire on ne va pas réussir à démontrer quelque chose, c'est le concept de futilité. De plus en plus d'industriels arrêtent précocement des essais lorsqu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas au bout et qu'ils ne démontreront pas quelque chose. Et ça a été le cas. Futilité peut-être sur les événements cliniques, mais aussi quelque chose d'intéressant, une atténuation de l'effet. Je vous rappelle, ce sont des anticorps monoclonaux. Et en fait, on peut générer des anticorps anti-anticorps. Et donc, qui vont neutraliser l'efficacité du traitement. Et c'est ce qu'on a observé au cours du temps, c'est que l'effet sur le LDL n'était pas aussi efficace. Et donc, Pfizer a décidé d'arrêter le développement. Ça a été vraiment de la malchance. Pfizer avait développé, vous vous rappelez, cet inhibiteur de la CETP, le torcetrapib, qui devait remplacer la torvastatine. Échec. Ils ont développé PCSK9, 17 000 patients dans SPIRE 1 et 11 000 dans SPIRE 2. Échec. Donc, difficulté pour un laboratoire qui était connu dans le domaine cardiologique. Et puis il y a d'autres pistes, PCSK9, et on a eu cette belle présentation sur la physiopathologie du métabolisme du LDL. Il y a plein d'autres cibles qui peuvent être impliquées. Et vous avez ici une molécule qui est l'inclisiran. L'inclisiran, c'est en fait un siRNA, autrement dit, c'est une molécule qui est injectée par voie sous-cutanée et qui va s'opposer au fonctionnement de la voie transcriptomique de PCSK9. Et dans cette étude preuve de concept, 2 injections sous-cutanées ont permis de réduire de manière très importante le LDL cholestérol. Et à l'ESC, il y a quelques semaines à Barcelone, l'étude a été prolongée avec un suivi de 1 an. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette stratégie, à la différence des anti-PCSK9, c'est 2 injections par an, une lorsque les patients se présentent à votre cabinet, la deuxième 90 jours après. Et avec ces 2 injections par an, vous êtes en capacité de réduire le LDL cholestérol de manière rémanente pendant quasiment 12 à 15 mois. Donc ça, c'est une nouvelle stratégie où on va encore plus réduire le nombre d'administrations, mais les questions sont toujours les mêmes. Combien cela va coûter? Et puis aujourd'hui, pas de données de morbimortalité avec l'inclisiran, mais probablement que demain, cette stratégie sera la stratégie de prise en charge de l'hypercholestérolémie, 1 ou 2 injections par an pour normaliser le LDL. Et puis, on s'est servi des PCSK9 pour essayer de répondre à des questions qu'on s'est posées autour de la baisse trop importante du LDL. Vous avez entendu hier le risque d'augmenter l'incidence du diabète lorsqu'on donne des fortes doses de statine. Est-ce qu'on baisse beaucoup le LDL avec des PCSK9, ça augmente le risque de diabète? Non. La question est non. La réponse est non. De même, pas de signal sur les AVC hémorragiques. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'à efficacité pharmacodynamique équivalente, baisse du LDL, selon le type de molécule, on n'a pas forcément le même type d'effet indésirable. Donc, ces médicaments n'augmentent pas le risque de diabète, n'augmente pas le risque d'AVC hémorragique. L'autre pilier de la lipidologie, c'est le HDL. Et là aussi, un certain nombre d'études très intéressantes, Accelerate, qui est en fait une étude pareille. Vous voyez, on est toujours dans des méga-essais, toujours en cardiologie, 12 000 patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu ou qui ont un haut risque cardiovasculaire défini par d'autres atteintes vasculaires, qui sont randomisés en 2 bras, soit placebo, soit evacetrapib. Je vous rappelle le suffixe trapib, anacetrapib, torcetrapib, evacetrapib, c'est le suffixe des médicaments qui bloquent la CETP, une enzyme qui est responsable des échanges de particules de cholestérol et qui contribue, en inhibant une enzyme qui est la CETP, à augmenter le HDL cholestérol. Donc un essai assez classique, on randomise en double aveugle des patients au risque cardiovasculaire et on évalue l'effet du traitement sur un critère qui est un critère combiné de morbimortalité cardiovasculaire. Et vous le voyez, quand vous donnez de l'évacetrapib, vous faites augmenter le HDL, il double quasiment, il passe de 46 mg par décilitre à 104. Le LDL baisse car dans cet essai, les patients étaient à prévention secondaire, donc ils avaient une statine en plus de ce traitement qui était à l'essai. Mais les résultats, pas besoin d'être un grand pharmacologue pour comprendre que les courbes se superposent et qu'il n'y a donc pas de différence ou pas de bénéfice à recevoir ce type de traitement. Et ça a été donc l'arrêt de développement de ce traitement pour cet industriel qui était Lilly.
Et donc, dans la saga de ces médicaments qui augmentent le HDL, on a accumulé un certain nombre d'échecs, le torcetrapib molécule Pfizer, l'evacetrapib molécule Lilly, dalcetrapib qui était une molécule qui avait été développée par Roche et c'est négatif et qui est désormais en cours avec le premier essai de pharmacogénétique dans le domaine cardiovasculaire. Dans cette étude, on identifie un génotype particulier de patients qui semblerait être répondeur aux inhibiteurs de la CETP, des gens qui ont fait un syndrome coronarien aigu. Ils sont randomisés pour recevoir dalcetrapib ou placebo et l'étude est actuellement en cours. Et puis le dernier, anacetrapib, dont les résultats ont été présentés à l'ESC et publiés dans le New England, toujours la même histoire. On prend des patients en prévention secondaire qui sont sous atorvastatine, on leur donne un anacetrapib ou placebo et on évalue les patients sur un critère dur. Les résultats montre que le médicament fait ce qu'on lui demande de faire, il augmente le HDL cholestérol de plus de 50%, il baisse le LDL et il potentialise la baisse du LDL chez des patients qui reçoivent déjà des statines, avec là, pour la première fois, un signal positif. Alors on est content, hein, vous savez, on aime bien quand il y a une étude positive dans le domaine cardiovasculaire. Alors certains font la fine bouche, oui, c'est une réduction de 9% du critère combiné, mais d'autres disent, ben, enfin quand même, on a un grand essai de mortalité cardiovasculaire, 30 000 patients, hein. 30 000 patients randomisés pour un résultat qui est cliniquement là, qui est pharmacologiquement là. Mais là aussi, lorsqu'on creuse un petit peu pourquoi ça marche, eh bien on voit que ça marche parce que d'augmenter le HDL, de baisser le LDL, ça a toujours un impact positif sur l'événement qui est, on va dire, attribuable à la modulation du LDL, à savoir les événements coronariens. Vous le voyez, une réduction de 11% d'un événement coronarien ou de la survenue d'un infarctus du myocarde, réduction de 10% de risque de revascularisation coronarienne. Donc on est content. Augmenter le HDL, en plus de la baisse du LDL, améliore le pronostic des patients coronariens. Mais coup d'éclat, puisqu'il y a quelques semaines, MSD annonce qu'ils décident d'arrêter le développement de ce médicament et qu'ils ne le commercialiseront pas, alors qu'il y a un essai positif. Vous voyez, c'est quand même deux événements très intéressants. Les anti-PCSK9, une étude positive, avec un effet significatif très important, avec une praticité, mais un coût qui limite l'utilisation du médicament, et là, même une anticipation. Après une discussion avec un panel de la FDA, le laboratoire considère que le bénéfice clinique qu'ils ont démontré, vous savez combien ça coûte un essai clinique, c'est de l'ordre de centaines de millions de dollars, malgré cet essai clinique sur 30 000 personnes avec un effet positif, il y a 10 ans, on serait en train de boire le champagne, on dirait, ben voilà, ils vont lancer un médicament et puis ça va être quelque chose de fantastique. Non, ils ont décidé d'arrêter le développement et 15 jours plus tard, Amgen, qui avait un médicament dans la même famille qui était encore sous un nom de code, AMG 159. Amgen décide d'arrêter, de ne même pas continuer son essai alors qu'ils étaient en train de recruter des patients. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire la pression économique influence le résultat clinique. On a vécu l'âge d'or de la lipidologie, où quand il y avait un résultat positif, au bout, il y avait un médicament disponible. Désormais, on vit un âge économique et ça va changer la donne, je pense, pour les années à venir. L'inflammation, alors là aussi, ça a été fascinant. Vous savez tous qu'il y a un lien entre l'inflammation et l'athérosclérose. On vous en a parlé via le microbiote. Finalement, ça a été un petit peu le fil rouge de ces journées. Et vous savez que les patients qui ont une augmentation des marqueurs de l'inflammation sont beaucoup plus à risque de développer des événements cardiovasculaires, ou en tout cas que l'inflammation est un facteur de risque de l'athérosclérose. Et donc, l'essai CANTOS a essayé d'évaluer l'intérêt d'un anticorps monoclonal, c'est le canakinumab, MAB, monoclonal antibody, particulier, puisque c'était un anticorps anti-IL-1 bêta, IL-1 bêta, qui est une interleukine qui était impliquée dans des voies de transduction de l'inflammation, notamment impliquant IL-6, qui est un des médiateurs de l'athérosclérose dans ces situations à haut risque cardiovasculaire. Ils ont pris des patients qui ont fait un infarctus du myocarde, ils ont regardé s'ils avaient une inflammation sur la base du dosage de la CRP ultrasensible, et c'était un essai un petit peu particulier, on appelle ça des essais de phase 2-3, parce qu'il y avait à la fois une recherche de dose. Donc dans l'essai, les patients étaient randomisés avec des doses différentes et à la fois une recherche d'efficacité clinique. Donc vous avez ici les effets de cet anticorps monoclonal. Lorsque vous l'injectez à des patients qui ont fait un infarctus du myocarde et qui ont de l'inflammation, eh bien on observe, c'est la partie haute de la courbe, une réduction de la CRP, autrement dit un effet anti-inflammatoire. Et puis surtout, il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas d'effet sur des paramètres autres, notamment lipidiques, parce que si vous faites baisser le LDL, vous augmentez le HDL en plus des effets anti-inflammatoires, on ne sait plus à quoi le bénéfice potentiel pourrait être dû. Et vous le voyez ici, le LDL, le HDL et les triglycérides n'ont pas été modifiés par l'administration de cet anti-inflammatoire. L'étude
Vous le voyez ici, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour vous montrer. Bon, moi, je ne tiens pas compte de la cloche. L'étude, vous le voyez ici, vous pouvez éteindre d'ailleurs la prochaine cloche. L'étude que vous le voyez ici évalue l'efficacité sur ce critère combiné qui est un critère de morbimortalité pour la dose de 50 mg, pour la dose de 150 mg, pour la dose de 300 mg. Et vous le voyez, c'est écrit un petit peu en petit, mais pour la dose de 150 mg et pour la dose de 300 mg, on observe une réduction de près de 14% du risque de faire une maladie cardiovasculaire. Et pour la dose de 150 mg, c'est la courbe en bas à droite, lorsqu'on analyse le critère secondaire qui englobait en plus revascularisation coronaire ou hospitalisation pour syndrome coronaire aigu, eh bien l'amplitude de l'effet se majore et donc la dose de 150 mg, ça va être la dose d'intérêt pour réduire le risque d'événement chez des gens qui ont fait un infarctus du myocarde et qui ont un état inflammatoire accru. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est bon, l'effet bien sûr attendu, mais c'est les effets latéraux. Et lorsque vous regardez ce que je vous ai souligné en bleu, c'est-à-dire la survenue d'un cancer fatal, eh bien on observe une réduction très significative de l'incidence des cancers. Autrement dit, on est là aussi à l'aune de quelque chose de nouveau, qui est qu'on va donner un médicament pour un effet attendu, mais l'effet systémique du médicament étant tellement important, on touche à l'inflammation, les effets indésirables ou les bénéfices peuvent être pléotropes et dépasser ce qui était au départ prévu. Et donc ce médicament est probablement un bon médicament pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires chez quelqu'un qui a fait un infarctus et qui a un syndrome inflammatoire, mais c'est peut-être aussi un médicament qui a des effets latéraux bénéfiques puisqu'il réduit l'incidence des cancers et des décès. Il réduit aussi des symptômes liés à la rhumatologie. D'ailleurs, ce médicament était au départ, cette biothérapie était au départ développée pour traiter des patients qui présentaient des rhumatismes inflammatoires assez particuliers, soit des rhumatismes juvéniles ou maladies de style. Mais là aussi, l'avenir, ça c'est une copie d'écran du site du Vidal. Le prix de ce médicament, 11 360,89 € pour une injection. Une injection. C'est un médicament d'exception que vous pouvez utiliser dans une seule indication qui est une maladie un petit peu complexe. Il y a peut-être des internistes ici. Ça s'appelle la maladie syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale. Je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un le sait. Bon. Et puis, ça semble marcher aussi, en tout cas, les études ont été démontrées dans la fièvre méditerranéenne familiale, dans la maladie de style, dans l'arthrite gouteuse, mais ce n'est pas remboursé en France. 11 000 € par injection. Bon, c'est toujours la même chose. Et vous pouvez même vous poser la question, pourquoi un industriel fait un essai sur 6 000 patients avec une molécule qui coûte 11 000 € par injection pour démontrer certes un concept très intéressant, que ça marche, mais si on n'arrive pas à rembourser 1 000 $ par mois, on remboursera encore moins 11 000 $ par injection. Donc vraiment cette question du challenge économique et de réfléchir à l'avenir du développement du médicament. Jean-Philippe Baguet étant là, je ne pouvais pas ne pas parler d'hypertension artérielle. Et donc, il y a eu à l'ESC et de manière concomitante une publication dans le Lancet, la présentation de l'essai Spiral Hypertension. Spiral Hypertension, c'est la suite de Simplicity 3. Je vous ai souvent parlé de dénervation rénale, et puis après j'ai arrêté de vous en parler, parce qu'il y a eu cet essai négatif, Simplicity 3, qui démontrait chez des patients hypertendus sévères que lorsqu'on leur offrait une technique de dénervation rénale et qu'on se comparait à une intervention placebo ou sham, qu'il n'y avait pas de différence en termes de réduction tensionnelle. Et sur la base d'un certain nombre d'analyses, les industriels, ici Medtronic, a décidé de refaire un essai où ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. Au lieu de prendre des hypertendus très sévères, ils ont pris des hypertendus modérés. Au lieu d'utiliser un cathéter avec une seule sonde de radiofréquence, ils ont utilisé un cathéter spiralé, d'où le nom de l'essai, avec plusieurs sondes de radiofréquence. Et puis, au lieu d'être pollués par les médicaments, ils ont décidé de supprimer les médicaments. C'est pour ça que l'essai s'appelle Spiral, du nom du cathéter, hypertension, du nom des patients, off, parce qu'en fait, c'est des patients chez lesquels on a arrêté le traitement. On a pris des hypertendus légers à modérés, on leur a dit d'arrêter de prendre des traitements médicamenteux, on les a randomisés pour recevoir une dénervation rénale, une procédure sham, et on a regardé l'effet de cette intervention sur la réduction de la pression sanguine artérielle. Ça, c'est la méthodologie de l'essai, je viens de vous l'expliquer. Les patients étaient des patients qui avaient une cinquantaine d'années, plutôt avec une petite légère surcharge pondérale, peu de patients diabétiques, c'était des patients finalement hypertendus qui rentraient dans la maladie, avec quelques événements cardiovasculaires associés. Ils partent d'une pression artérielle de consultation qui est assez élevée, le vous voyez ici, en gros 16-10 de pression artérielle de consultation, confirmée par la MAPA, et avec une distribution identique entre le bras sham, c'est-à-dire ceux qui allaient avoir l'intervention placebo, et le bras d'énervation rénale. Et vous le voyez, première observation, lorsqu'on fait de l'ablation, il faut vraiment faire de l'ablation. Avant, on était à 6, 7, 8 points d'ablation dans cet essai. On est à 48 ablations, 45, 48 ablations par artère, avec ensuite également une ablation des branches. On a appris qu'il fallait aussi ablater les branches, puisqu'il y avait une innervation au niveau des branches de l'artère rénale. Et
ça je trouve ça fantastique, on dit aux gens il faut arrêter de prendre des traitements. On va vous faire une intervention qui est censée remplacer le traitement et vous allez être suivi. Eh bien, même quand vous dites aux gens d'arrêter de prendre le traitement et ils font laisser parce qu'ils ne veulent pas le prendre le traitement, il y a quand même 10% des gens qui prennent quand même le traitement. Bon, c'est intéressant. Donc, vous voyez, 88% des patients ont arrêté de prendre le médicament. Ça a été testé par des dosages urinaires, donc on est sûr que c'est vrai. Mais il y a quand même 12% des gens, vous leur dites ne prenez pas les traitements, vous faites cet essai parce que vous ne voulez pas prendre les traitements, mais ils prennent quand même les traitements. Ça, c'est quand même incroyable. Alors les résultats, sur la MAPA, on observe une réduction significative de 5 mm de mercure pour la systolique et de 1 de la diastolique. Ça ressemble à ce qu'on a observé dans l'étude d'ENER-HTN, étude française conduite par Michel Azizi, mais dans laquelle il n'y avait pas de bras placebo. Et si vous regardez la pression artérielle de consultation, une réduction de 10 mm de mercure de la pression artérielle systolique. Donc, pour la première fois, la démonstration que la dénervation rénale marche, c'est-à-dire marche, il n'y a pas d'effet des médicaments, la stratégie a été bien développée, il y a une comparaison avec un Brasham, avec un effet sur la pression artérielle. Maintenant, ça nécessite une confirmation, et donc il y a actuellement une étude pivot qui démarre aux États-Unis avec 500 patients, d'autres technologies de dénervation et d'autres technologies, mais je n'ai pas le temps de vous détailler cela. Alors pour terminer, je voulais partager avec vous un certain nombre d'informations autour des AOD, mais on vous en a beaucoup parlé, donc ça va aller très vite. Je ne vous parlerai pas de cette étude, d'ailleurs qui n'est pas publiée, donc j'ai fait le choix de ne pas vous parler des études non publiées parce que je ne peux pas les analyser, mais Emanate confirme qu'on peut utiliser les anticoagulants oraux directs, ici de la Pixaban, dans la gestion de la cardioversion. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les rythmologues ou les gens qui suivent des patients en fibrillation auriculaire, mais encore une fois, ça semble safe. Ça semble faire mieux que l'héparine et les AVK, mais je n'ai que les diapositives du congrès. Il n'y a actuellement pas de publication à ce sujet. Deuxièmement, on vous a parlé, ou vous avez entendu parler de cet essai qui est Redual PCI, qui est de se poser la question chez un coronarien qui a une angioplastie programmée, qui est en fibrillation auriculaire, est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que je fais bien d'associer un AOD avec sa stratégie antiagrégante plaquettaire? Cet essai, qui porte sur 2725 patients, a évalué 3 stratégies, DABI 152 fois par jour plus l'antiagrégant classique, DABI 110 fois 2 fois par jour antiagrégant classique et le traitement de référence AVK plus double antiagrégation plaquettaire. Cet essai, en fait, est positif puisque le critère principal était un critère de sécurité. Autrement dit, est-ce que les gens saignent plus ou moins selon qu'ils reçoivent un AOD associé à un antiagrégant plaquettaire? Et vous voyez que ce soit avec le DABI 110 ou avec le DABI 150, c'est une analyse de non-infériorité. On a le droit de le faire, et vous voyez que finalement, on saigne moins quand on a le DABI 150, on saigne encore moins quand on a le DABI 110. Et quand vous lisez la publication, donc c'est New England, hein, c'est super, ils vous disent en conclusion, l'approche, c'est la dernière phrase, dual therapy was non-inferior to triple therapy, avec un respect du risque des événements thromboemboliques. Et là, je vous mets non. Pourquoi je vous mets non? Parce que quand vous lisez les annexes, bon, je sais que vous n'avez peut-être pas le temps de lire les annexes du New England, mais dans le protocole initial, ils ont fait un calcul du nombre de sujets de 8520 patients. C'est-à-dire qu'il fallait 8520 patients pour démontrer que la stratégie avec le dabigatran allait non seulement être rassurante sur le plan hémorragique, mais avec l'espoir aussi que de donner un anticoagulant oral direct avec une antiagression plaquettaire allait faire mieux que AVK et double antiagression plaquettaire dans la prévention des événements coronariens, sur la base d'autres essais. Vous avez entendu parler des essais avec le rivaroxaban qui montrent que le rivaroxaban pourrait réduire le risque d'incidence, le risque d'événements coronariens. Et puis ils disent, de manière très honnête, ils disent, bon, en fait, on s'est rendu compte que le recrutement de ce nombre de patients dans un temps relativement court était infaisable. Et donc on a amendé le protocole. Et on s'est dit que finalement, les événements thromboemboliques, ça allait passer en critère secondaire et qu'on n'allait que regarder les critères hémorragiques. Donc déjà, je reviens, cette conclusion est fausse, puisque l'essai n'a pas été fabriqué, ou en tout cas, ils ont accepté de baisser le nombre de sujets recrutés, puisque je vous rappelle qu'ils ont pris 2250 sujets et pas 8250. Donc premier point, il faut des fois lire les abstracts, mais il ne faut pas faire de la médecine basée sur les abstracts. Et puis quand vous regardez les courbes, oui, effectivement, c'est non inférieur, donc ça ne remet pas en cause la sécurité sur le plan des hémorragies. Mais par contre, lorsque vous regardez ce tableau, vous savez qu'avec le dabigatran, on se traîne un petit peu un boulet qui est celui de l'augmentation du risque d'événements coronariens chez des coronariens. Vous vous rappelez du signal qu'il y avait dans Relay, du signal qu'il y a eu dans certains registres, qui a été neutralisé par d'autres. Mais si vous regardez juste le petit tableau en bas, vous regardez l'incidence de survenue d'infarctus du myocarde chez les patients qui étaient dans le bras DABI 110, qui est le bras
intéressant parce que c'est celui où les gens saignent le moins, eh bien, si vous donnez un AOD qui est moins efficace, eh bien, vous êtes certainement aussi moins efficace sur le plan antithrombotique, mais là, ce n'est pas du moins efficace, c'est même du plus dangereux, puisque 4,5% d'infarctus du myocarde dans le bras d'Abi en dual thérapie contre 3. Alors, c'est statistiquement non significatif, donc je ne devrais pas vous le dire, mais rappelez-vous qu'on a baissé le nombre de patients de 6000. Et que probablement que ce qu'on a gagné en efficacité sur le plan du risque, on l'a perdu en risque sur le plan de l'événement thrombotique et qu'on peut imaginer 0,94 à 2,41 pour l'intervalle de confiance, qu'avec 8000 patients, on aurait pu démontrer quelque chose ou amplifier le signal risque. Bon, je ne vous parlerai pas de COMPASS, Alexandra vous en a parlé hier. Je terminerai peut-être avec cette étude qui est très intéressante, qui montre que chez des patients insuffisants cardiaques qui sont en fibrillation auriculaire, lorsque vous leur proposez un traitement par ablation, vous pouvez changer la donne. C'est l'étude Cassel-AF qui s'est intéressée non pas à un critère subjectif, mais à un critère dur, qui était la mortalité toute cause. Donc ils ont pris des insuffisants cardiaques symptomatiques, avec une fraction d'éjection à moins de 35%, qui avaient une fibrillation auriculaire et qui avaient également un appareillage, soit une CRT, soit un défibrillateur automatique implantable. Ces patients ont été randomisés, soit prise en charge conventionnelle de leur fibrillation auriculaire, soit prise en charge par ablation. Vous voyez, petit essai, petite cohorte de sujets, 400 patients randomisés. Et les résultats, en interrogeant les machines DAI ou CRT, vous vous rendez compte que ceux chez lesquels il y a une ablation, eh bien, l'incidence de la FA récurrente est amoindrie de manière très significative. Mais surtout, le résultat le plus impressionnant, c'est une réduction du risque relatif d'événement de près de 38%. Autrement dit, proposer l'ablation à des patients FA qui ont une insuffisance cardiaque, après on discutera quel type d'insuffisance cardiaque, quel type de FA, mais est associé, c'est intéressant pour la première fois, avec une technique qui est celle de l'ablation, à une réduction du critère dur. Donc je passe. Donc pour terminer, pour ceux qui se sont endormis, pour lesquels j'ai été trop rapide, retenez la règle des 8 R. J'ai fait cette diapositive hier avec un petit verre de rhum et j'ai eu une inspiration. Réduire la pression artérielle avec la dénervation rénale, c'est l'essai Spiral-Off. Réduire les LDL avec les anti-PCSK9, c'est l'essai Fourier. Restaurer le HDL avec l'anacetrapib, c'est un essai positif mais qui ne se traduira pas par une modification de votre pratique clinique. Réduire l'inflammation avec le canakinumab, 11 000 € l'injection, je pense qu'on ne l'aura pas. Réduire la fibrillation auriculaire par ablation chez l'insuffisant cardiaque, c'est l'étude Cassel-AF. Ça changera la donne de nos patients insuffisants cardiaques. Et rivaroxaban et risque cardiovasculaire, cela a été traité hier. J'ai mis refuser le dabigatran dans la prise en charge du post-PCI. On pourra en discuter si vous le voulez au moment des questions-réponses. Et puis réduire la FA avec l'apixaban, c'est l'essai Emanate. Merci pour votre attention. Merci Atul pour cet excellent résumé de congrès. À se demander si on va plutôt pas privilégier de venir ici plutôt qu'au congrès. Y a-t-il des questions, remarques, en sachant que, bon, certes, il se fait un petit peu tard, certes, on doit libérer les chambres à midi, mais peut-être profiter, s'il y a une ou deux questions, remarques. C'est tellement clair que, de toute façon, le 9e R sera retour en métropole pour toi, Atul. Non, le 9e R sera remerciement à Ruben, un double R. Un petit mot de la fin. Merci encore à Atul pour cette présentation qui est toujours brillante. Merci à messieurs les modérateurs. Merci à vous tous, très nombreux présents ce matin. Merci également aux médecins mauriciens qui sont inscrits très nombreux cette année. Et on leur réitère l'invitation pour l'année prochaine. Et cette invitation, elle vaut pour tout le monde. Donc, effectivement, il faudra libérer les chambres dans pas longtemps. On va tous regagner l'île de la Réunion ou la France métropolitaine. Et je vous invite donc à l'année prochaine pour la 10e édition du Congrès Haute Voix, qui j'espère sera encore plus grandiose que cette année.